Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le sujet sur la révision de la Constitution. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire leur opposition au projet, des voix qui proviennent surtout du camp de la mouvance présidentielle, d'où est parti le projet. Le parti Renaissance nationale de Claudine Prudencio a donné son avis à ce sujet. Nous recevrons tout à l'heure Mohamed Awali Akintola, un militant de ce parti, pour plus de détails à propos de cette prise de position. Ce sera par ailleurs notre sujet de débat tout à l'heure, des moments de discussion qui seront précédés par le commentaire de Franck Aonou ce lundi matin. Le commentateur a noté la multiplication des voix qui s'opposent à l'idée d'une révision de la Constitution, des voix jusque dans le camp de la mouvance présidentielle, comme je le soulignais, nous en parlons tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le premier rendez-vous sur l'actu matin, c'est la une des journaux. On passe rapidement en revue ce qui fait l'information à la une des parutions ce matin. On va commencer par Fraternité, c'est notre habitude par ici, qui s'intéresse justement à quelque chose qui s'est passé à Alada, incendie à répétition au Bénin, renforcer les capacités des sapeurs-pompiers. Alada, un sinistre de trop qui en dit long. Les assurances de Vinci Énergie Bénin à propos du drame. Justement, la maison qui a été secouée par cet incendie à Alada. C'était donc ce dimanche. Seconde session ordinaire 2023 du Parlement. Vitali Botton dresse un bilan exhaustif. Révision de la Constitution. 16 OSC donne un avis défavorable. Et puis présidentielle au Sénégal après l'annonce du report. La question du calendrier est dans tous les esprits. Matin libre, historique des peuples d'Afrique. Reki Amadjougou raconte l'épopée des Traoré. Sa lignée, nomination des ministres conseillers à la présidence. Talon a oublié ses engagements, la réalité du pouvoir, le rattrape. Communiqué de presse incendie à l'ADA, les assurances de Vinci Énergie Bénin. Passons à Djakpata maintenant. Révision de la Constitution. La 9e législature à l'épreuve de sa cohésion. Risque d'absence de consensus autour du projet nous annonce Djakpata. Les 4 vérités. Révision de la Constitution. La ruse et la rage en campagne dans le Koufo. Le progrès. Résidence. Présidence de la République du Bénin. Un collège de ministres conseillers est né. Nous souffle donc le journal. Correction du code électoral. Opposé à la révision de la Constitution, Mouel Bénin propose des alternatives. Le potentiel, imminence de remaniement ministériel, Talon va virer. Les ministres pro-Olivier Bocom, la boussole, 3 ans après son assassinat manqué, les agresseurs de Galéo Soglo, toujours introuvables. Le Figaro national, 8 années de gouvernance sous la rupture, remarquable évolution malgré une opposition destructrice. La primaire crise électorale au Sénégal, Dakar renoue avec les scènes de violence des opposants interpellés. Le Soleil Bénin Info, classement sur l'IPC en 2023, le Bénin fait un remarquable bond. Nassiara pour le sujet de l'heure, création du collège de ministres conseillers vers un gouvernement bis budgétivore. Les nouvelles mutations, jeune meeting de remobilisation à Ifanyi, Boniaï appelle géant meeting de remobilisation à Ifanyi, Boniaï appelle à un grand rassemblement pour le Bénin. Gaskiani Info, ministre conseiller, l'antidote à la disposition de la mouvance. Le télégramme, maison carcérale au Bénin, la grâce présidentielle accordée à 358 détenus, dont 11 condamnés à mort. Détail dans les colonnes du journal Le Télégramme, qui vous propose la liste intégrale. Appel au retour à la Constitution de 1990. Le temps donne raison à Galéo Soglo, l'économiste. Liberté de presse en Afrique de l'Ouest, les entreprises de médias mises à mal par les restrictions. Décryptage info, lutte contre la corruption dans le monde, 70e, le Bénin dans la moyenne mondiale de l'IPC. Passons à un quotidien, notamment le rural. Performance du FNDA en 2024, 4,5 milliards de francs CFA de facilité accordée. Nicolas Awissoussi dans le concret.
le meilleur fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 face aux hommes des médias. Vitaly Botton dresse le bilan. Et puis, supposé aliment de l'ODEM sur la liste de certaines structures ayant pris position sur la révision de la Constitution, eh bien, le journal propose le démenti formel de l'ODEM, détail dans les colonnes du journal, précisément en sa page 8. Gaskiani Info, ministre conseiller, l'antidote à la disposition de la mouvance. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Incendie à répétition au Bénin, renforcer les capacités des sapeurs-pompiers à la dalle sinistre de trop qui en dit là. Les assurances de Vinci Énergie Bénin à propos du drame. Seconde session ordinaire 2023 du Parlement. Vitaly Botton dresse un bilan exhaustif. Nous avons encore deux titres. Le temps de boucler cette une des journaux. Révision de la Constitution. 16 OSC donne un avis défavorable selon Fraternité présidentielle au Sénégal après l'annonce du report. La question du calendrier est dans tous les esprits. Voilà donc ce qu'il faut retenir. À la une des informations relayées par les quotidiens dans leur production ce matin, il y a cette manchette de Fraternité qui pourrait vous intéresser. Un énième incendie a eu lieu à Lada cette fois-ci avec d'énormes dégâts matériels. Cela s'est passé dans une industrie, dans la maison d'une société notamment intervenant dans le domaine de l'énergie électrique. C'est un sinistre de trop qui en dit long. Il faut bien renforcer la capacité des sapeurs-pompiers à relever Fraternité qui a constaté justement la peine, je dois dire, de ces soldats de feu à intervenir rapidement quand il y a un sinistre du genre. Patrice Sokege vous donne des détails sur ce qui s'est passé à Lada ce week-end. Et puis hors des frontières nationales, il y a que ça chauffe dans les rues de Dakar depuis hier à l'annonce donc du report de la présidentielle prévue pour ce mois 2 février. Eh bien, quelles sont les raisons de ce report? Achetez Fraternité, allez à la page 8 et informez-vous justement sur les détails concernant cette actualité qui, ma foi, fait, en tout cas, mais en sens dessous déjà, les rues de Dakar. Et puis cette information qui concerne la Namibie, il y a que le président de ce pays est décédé pendant ce week-end. Il est mort dans un hôpital de la capitale namibienne. Il est mort de cancer. Détail dans Fraternité. Parlons maintenant de la messe continentale. Nous sommes là avec le sport et précisément le football. Eh bien, Fraternité qui revient sur, je dois dire, les derniers développements, notamment pour ce qui concerne cette compétition, avec la qualification pour le tour des demi-finales. La grosse reprise est venue du pays organisateur qui a battu le Mali sur les dernières secondes de la partie. Comment cela s'est passé? Eh bien, achetez Fraternité et lisez comment est-ce que le peuple ivoirien a pu vivre, je dois dire, ces instants euphoriques. Fraternité a promené son regard dans les grandes villes du pays et vous rapporte quelques détails. À la page 7, vous avez la physionomie, je dois dire, des demi-finales qui s'annoncent pour le mercredi prochain. Il y a que les Bafana de l'Afrique du Sud ont sorti l'héroïque équipe de Cap-Vert qui a surpris tout le monde. Alors, comment cela s'est passé? C'était au tir au but avec un génial gardien de but sud-africain. Vous voulez savoir son nom? Achetez Fraternité et découvrez l'actualité. On sera tout à l'heure avec Ali Moumouni qui nous fera aussi revivre, je dois dire, ces instants assez intéressants concernant cette compétition. Mais avant, le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo qui nous présente justement les grosses informations à retenir de l'actualité relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Célébration de la journée internationale de la fraternité humaine à Abomey-Calavi, précisément à l'université. Un colloque est initié le week-end écoulé par l'association des chrétiens catholiques Capitole Social Chrétien. Thème de la rencontre, interdépendance complexe et réalité écologique. Plusieurs responsables ecclésiastiques y ont participé, tout comme Hugues Vingbe, qui nous fera le point. Et puis, dans le département du Zou, les ressortissants de la commune de Ouida, résidant à Boyko, étaient en fête la semaine écoulée. Ils ont festoyé et réfléchi autour d'un idéal commun, le développement de leur ville, d'origine et surtout de celles qui les accueillent. Eh bien, sur ces images, vous voyez bien, ils sont habillés à l'occasion. Ils mettent Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Nous apporterons des détails sur les couleurs et les propos
à l'occasion. Voici le bulletin. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine, Teddy Goudalo, un colloque a été organisé samedi dernier. C'était à l'université d'Abomey-Calavi. Absolument, Tanguy. C'était une initiative de l'Association des chrétiens catholiques dénommée Capital social chrétien. Ces assises portent sur le thème indépendance, complexe et réalité écologique. La rencontre a connu la présence de nombreux étudiants et personnalités de l'université. Hugues Vingbe. Étudiants, personnalités de l'université d'Abomey-Calavi et autorités de l'Église catholique sont rassemblés dans cette salle dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine. Parvenir à un monde où le concept de fraternité humaine est arrimé à la cause écologique, telle est la visée portée par l'Association des chrétiens catholiques, Capital social chrétien, qui organise cet atelier. L'initiative est accompagnée par la conférence épiscopale du Bénin. La nature est un bien commun de l'humanité. Ce bien devrait donc, pour des raisons morales et rationnelles, être respecté de tous, parce qu'il a une valeur patrimoniale unique. La nature constitue un capital naturel qui conditionne la vie humaine sur Terre. Or, cela n'échappe à personne qu'il se trouve qu'aujourd'hui que les relations entre les hommes vivant sur notre planète et le capital naturel qu'elle recèle ne sont plus guère soutenables. Le regroupement de personnes provenant de divers horizons constitue une force certaine, favorisant un regard transversal sur les problèmes les plus complexes de notre temps. La Journée internationale de la fraternité humaine est l'occasion de célébrer la compassion, la compréhension religieuse et le respect mutuel. Ces valeurs sont le fondement de la paix et le ciment de la famille humaine. Le thème censé être au cœur des échanges tout au long des travaux prévus dans le cadre de ces assises est relatif à l'interdépendance complexe et la réalité écologique. La réalité écologique est constituée du déjà là, du reçu, de la création, ainsi que des réussites et échecs en interrelation et interdépendance qui nous précèdent. Notre existence est un être vie et action dans le monde pour nous inventer en humanité faite de relations d'interdépendance. Sa complexité est liée au fait que nous sommes appelés comme existants à entretenir entre des relations de fatalité que nous ne maîtrisons pas. Après la phase protocolaire de cette cérémonie, l'assistance a suivi successivement un message vidéo du professeur Martin Kafou et une conférence à distance portant sur la Journée internationale de la fraternité humaine. L'atelier s'est poursuivi avec une table ronde et plusieurs autres activités interactives. Merci à vous, Hugues Vingbe. On fait un tour dans le département de l'Atlantique à présent. Après Torviclin dans le département du Koufo, la commune de Soava a accueilli avec joie la deuxième phase du programme Ilewa Academy. C'est un programme qui vise à créer une masse critique d'adolescentes et jeunes non scolarisés et actrices de changement social et de comportement en matière des DSSR, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation des filles. 30 jeunes filles âgées de 15 à 24 ans sont sélectionnées pour cette formation prévue pour durer 4 mois au sein de la mairie de Soava. Candide Rourinto. Ces bénéficiaires du programme Ilewa Academy phase 2 sont rigoureusement et soigneusement sélectionnés dans la commune de Soava. 30 au total, ces jeunes filles dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans vont se faire former sur différentes thématiques telles que la santé, l'éducation, les violences basées sur le genre, la gestion de l'hygiène menstruelle, le leadership et bien d'autres.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le grand jour pour un grand programme, pour un programme de développement, de transformation sociale. Et donc, nous voudrons encore vous remercier de nous avoir accueillis aussi chaleureusement dans la commune de Soava. Ilewa Academy est un programme de transformation sociale qui vise à renforcer l'autonomisation de 90 adolescentes et jeunes filles non scolarisées dans 3 communes du Bénin. Le programme Ilewa Academy a pris corps en octobre 2022 à Toviklen, département du Koufo. Soava est la 2e commune d'accueil. Toribosito est la prochaine sur la liste. La formation se déroule sur 4 mois durant, avec 6 mois de suivi de paix éducatif, assorti de la mise à disposition par l'ONG Ilewa du matériel pour la poursuite de leurs activités génératrices de revenus. Nous aurons dans la 2e phase une formation sur des activités génératrices de revenus qu'elles ont elles-mêmes choisies au préalable pour pouvoir renforcer leur autonomisation financière. Chacune de vous est une personne spéciale. Vous êtes nés pour marquer votre génération. Libérez la parole, mais surtout, emplissez-vous de tout le savoir qui vous sera transmis. Ici à Soava, nous parlons des violences faites aux femmes. Nous parlons de manque d'activités génératrices pour les filles. Nous parlons de l'analphabétisme. Le programme a choisi les filles déscolarisées, les filles adolescentes, les filles mères. Je voudrais vous remercier très sincèrement. L'engagement que nous prenons ici ce matin, c'est de faire en sorte que les 30 filles qui ont été choisies, nous allons les accompagner en ce qui nous concerne pour que d'autres filles soient choisies. Le déploiement de ce programme de transformation sociale ici à Soava constitue une fierté pour parents de bénéficiaires et autorités communales. Tous ont accueilli avec joie le programme Ilewa Academy dans sa phase 2. Merci Candide Ourentor. Sur ces images, à présent, le jeu Tombola à l'eau et néo-initié par la société Mikem Technologies a connu son épilogue le 31 janvier dernier. Démarré depuis le 15 novembre 2023, ce jeu est éligible à toute personne âgée de 18 et ayant effectué un achat d'au moins 200 000 francs CFA dans l'une des agences de la société au cours de cette période. Pour le tirage du 2 février au showroom Néo Erevan à Fidros, 8 numéros ont été sélectionnés au hasard. Les gagnants remportent des lots comme des postes téléviseurs, une moto et bien d'autres. Les détails sont à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis pour finir ce bulletin d'information, retrouvailles des ressortissants de la commune de Ouida résidant à Boycon, c'est dans le département du Zou. C'est bien dans le département du Zou, je le disais. Les manifestations ont duré une journée et ont mobilisé les fils et filles de Ouida vivant dans toutes les communes du plateau d'Abomey. Ils ont festoyé mais aussi réfléchir sur des idées pouvant contribuer au développement de la ville d'origine qui les accueille et de la ville de Ouida. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. La communauté des ressortissants de Ouida résidant dans la ville Carrefour est ici en fait. Les réjouissances organisées cette année sont, disent-ils, le prolongement de Glewehwe, les retrouvailles des filles et fils de la commune de Ouida. Tout le monde n'a pas les moyens, tous les Ouidaliens n'ont pas les moyens d'aller à Ouida pour le grand regroupement. C'est pour cela qu'il était important que Glewehwe soit décentralisé. Je suis content que la section Zou, d'année en année, s'améliore dans l'organisation de cette fête. Et comme vous pouvez le constater, c'est une grande réjouissance pour tous les Ouidaliennes et les Ouidaliens ainsi que les amis sympathisants de Boycon, de toutes les 9 communes du Zou. C'est une fête identitaire et statutaire parce que après la fête de Ouida en décembre, chaque session est autorisée à fêter. Donc nous respectons les consignes de la base et aussi pour regrouper et rassembler les
les membres vivant dans la section du zoo. Cadre d'échange des bons vœux pour la nouvelle année, les manifestations ont réuni tous les enfants de Ouidah vivant dans les différentes villes qui constituent le plateau d'Abomey. Au-delà d'une simple fête, le rendez-vous a également débouché sur des projections d'idées pouvant contribuer au développement et à l'épanouissement des populations des villes d'accueil pour ces derniers dans la région. C'est la première fois que je participe personnellement et activement à cette fête des Glécovies du plateau d'Abomey. Je crois que cet événement, c'est un événement qui rassemble tous les Glécovies autour d'un même thème, le développement des plateaux d'Abomey. Je les ai vus unis, je les ai vus dans la fraternité, je les ai vus gais et sans courage. Et je profite de l'occasion pour inviter toutes les autres communautés qui résident dans le zoo à leur emboîter le pas, à s'unir pour s'entraider afin que leur nom, le nom de leur commune, mais les noms de leur commune puissent être davantage réussis. Et mes attentes surtout, c'est de pouvoir rallier tous les membres du département du zoo, c'est-à-dire de toutes les communes, et qu'on soit davantage plus nombreux et que l'année prochaine, des fêtes de l'UGDO Zoo, nous puissions mener une action sociale vers les démunis. La première après la refondation de l'Union générale pour le développement de Ouidah, UGDO, cette rencontre a connu le soutien de plusieurs personnalités influentes originaires de Ouidah et résidant dans la ville Carrefour. Les réjouissances qui ont duré toute une journée ont démarré par une messe d'action de grâce à l'église de Saint-François d'Assise de Boïko. Et voilà, ce sera tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Retrouvez l'actualité à 13h avec Eric Guédénor et à 19h30 avec Ulrich Gabar. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Bravo Tédé Goudalo pour la présentation. Justement, avec cette annonce du programme, il faut souligner qu'il y a des éditions intermédiaires, notamment à 11h et à 16h. Ce sont les bulletins avec une présentation en boucle. Prenez le rendez-vous des informations sur Canal 3 Bénin. Pour l'instant, c'est Actu Matin qui se poursuit. Allez, bonne journée, Tédé Goudalo. Merci bien, Tanguy. Pour l'instant, donc, c'est Actu Matin qui se poursuit. Voici l'instant des sports. Dans Sport Matin, ce matin, on va parler football au masculin comme au féminin. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Beaucoup de choses se sont passées ce week-end, notamment en Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique des Nations. Dans sa version de la 34e édition, les quarts finales ont livré leur verdict à la fin, mais la Providence a une fois encore décidé pour les éléphants à la dernière minute. Oui, Tanguy, comme on aime souvent le dire, cette miraculeuse Côte d'Ivoire qui fait un très bon parcours depuis le début de la compétition. On ne s'y attendait pas, mais finalement, on s'est retrouvé à faire avec cette formation ivoirienne en huitième de finale, puis ensuite en quart de finale. S'il vous plaît, ils ont réussi à sortir le Sénégal d'abord en huitième de finale et ce week-end, c'était donc le Mali qui a pris par là avec ce jeune que vous avez en image, Simon Adingra, qui est dans l'actualité a animé, égalisateur en fin de rencontre et dont l'actualité a animé les réseaux sociaux ce week-end. D'aucuns parlent du jeune qui a pris par le Bénin et qui, ma foi, était pensionnaire du centre Abyss Sport au Bénin. Et donc, en tout cas, le débat se mène toujours et d'aucuns reconnaissent voilà, ce parrainage à Abyss Sport, mais d'autres trouvent que bon, c'était juste un talent né et puis voilà, qui aboutit aujourd'hui à ces résultats. La Côte d'Ivoire a réussi à s'imposer, c'était miraculeusement, alors que le Mali était déjà, je dirais, pensait avoir déjà ses deux pas en demi-finale. Donc voilà pour ce qu'on peut retenir pour cette explication. Mais un peu après cette explication, il y a eu Rowan Williams, le gardien de but de Mamelodi Sundowns. C'est formidable. Hyper formidable. 4 tirs arrêtés. Pour la première fois dans l'histoire de la Confédération africaine de football à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Rowan Williams écrit l'histoire
en s'imposant donc face à l'équipe du Cap-Vert, il faut le dire ainsi. Rowan Williams s'impose. C'est lui qui a décidé. À l'équipe du Cap-Vert d'ailleurs. D'abord après donc tous les arrêts effectués pendant le coup de jeu. Ce beau sauvetage, qui a abouti finalement sur la barre transversale. Oui, c'était lors de face-à-face face à Gelson, le nouvel entrant. Et donc, il a réussi à permettre à son équipe de rester en vie. Et malgré la réplique donc de Vozinha en face, voilà, ça n'a pas suffi parce que Rowan Williams, Vozinha que vous avez en image bien entendu, Rowan Williams a simplement su s'imposer, un gardien de but de Mamelodi Sundowns, âgé donc de 32 ans actuellement et qui est courtisé depuis plusieurs années par l'Europe, mais il n'a pas voulu se déplacer, Tanguy. Cette fois-ci, je pense que c'est cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il sera peut-être obligé de se retrouver du côté. Oui, mais c'est le mal peut-être qu'on peut lui souhaiter pour quand même profiter davantage de son métier et de son talent, étant donné que ce n'est pas si peignant que cela sur le continent. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut toujours prétester, je dois dire, des sous qu'on gagne ailleurs pour quitter son pays, pour quitter son continent? Mais il faut reconnaître qu'en Afrique du Sud, tout est tellement structuré qu'ils sont très bien payés. Il évolue à Mamelodi Sundowns, le club d'ailleurs du président de la Confédération africaine de football qui a désormais légué la gestion à son fils. Et donc aujourd'hui, Mamelodi Sundowns fait partie des plus grandes équipes sur le continent et Rowan Williams est un des plus grands gardiens. Au plan continental, il a démontré lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud qui s'impose au tir au but sur le score de 2 tirs réussis contre 1 pour la formation de Cap-Vert. On fait le point des différents résultats de ces quarts de finale disputés ce week-end. Le Nigeria s'était imposé lors de la première quart de finale, lors du premier quart de finale, face à l'Angola 1-0. La RD Congo qui a pris le dessus sur la Guinée 3-1 malgré l'ouverture du score sur pénalty de Bayo. Le Cap-Vert, je le disais, a été éliminé et le Mali également sont sortis de la compétition. On aura donc pour la suite de la compétition les affiches Nigeria-Afrique du Sud à 18h. La Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo. C'est bien sûr le mercredi prochain, le 7 février. À partir de 18h, Tanguy, une petite anecdote sur cette affiche que nous prions bien sûr Christelle de nous ramener sur l'écran. Pour la première rencontre, le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud, Tanguy. Ce sont les deux prochains adversaires du Bénin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, on suppose qu'on est suffisamment fort déjà pour affronter des finalistes ou des demi-finalistes de la CAN. De toutes les façons, il n'y a pas. De toutes les façons, il faut qu'on s'y apprête. Ouais. Allez, on revient au pays cette fois-ci pour parler de football toujours avec la Ligue amateur qui se poursuit. Les rencontres de la 7e journée ont eu lieu au niveau de la zone A. CFS a tenu un échec, même si CFS était à domicile. Le leader de cette zone, Sitatonga, 0 but partout entre les deux formations. Abisport et Talon se sont séparés aussi sur ce score identique. Tambo FC a pris le dessus sur Espérance 1-0 à l'extérieur. USSK qui s'est incliné à domicile 4-0 face à 4 buts contre 1 face à Jam. Et puis il faut noter la victoire 2-0 de Azos face à JSV. Et puis au classement général de cette zone, Sitatonga leader avec 19 points après les 7 journées. Jam est deuxième avec 16 points. Abisport troisième avec 14 points. Et puis CFS qui est quatrième avec 9 points. Il faut voir en bas du classement Espérance qui totalise 3 points seulement. Il y a l'USSK qui a encore 2 rencontres à disputer. Pareil pour Abisport qui a un match en retard et Tambou FC également. On passe au niveau de la zone B pour parler des rencontres de la 6e journée qui ont été disputées ce week-end. Boa de Sinandé s'est imposé face à son adversaire Okota 4-1. Sota s'impose également avec un score aussi lourd 4-0 face à Gomido. US Baboni s'incline à domicile face à la JSA 0 but contre 1. Et il faut noter la victoire de Énergie qui renoue avec le succès depuis hier, donc 2-0 face à Delta FC. Énergie est toujours leader au niveau de la zone B avec ses 12 points après les 6 journées, suivi donc de Boa de Sinandé qui totalise le même nombre de points aussi, 12 points plus 5. Et puis Gomido qui est 3e. En bas de classement, on a Delta qui a seulement 2 points pour ce qui concerne les résultats et le classement de cette zone B au niveau du championnat amateur Tanguy. Et donc voilà, on a déjà fait la zone B, plage B 6. D'accord. Allez, on va passer maintenant à autre actualité. On va rester toujours dans le domaine du football. On va rester au Bénin aussi pour évoquer cette belle entame de compétition des Amazones cadettes du Bénin, engagées dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminin des moins de 17 ans. C'était hier à Cotonou. Elles ont battu leur adversaire, notamment algérienne,
par 2-0. Oui, Tanguy, exempté du premier tour, les jeunes filles béninoises ont démarré leur aventure ce dimanche 4 avril au stade de l'amitié générale Mathieu Keloko de Cotonou face à l'équipe algérienne de la même catégorie. Dans une rencontre bien maîtrisée, les Amazones cadettes ont lancé de la plus belle des manières leur aventure, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, en s'imposant 2-0 face à l'arrivée au bout de cette explication. Des buts signés Germaine Ronfort de Ainovi et Fidèle Toudonou de AS UMSA. Pour ainsi dire, la manche retour aura lieu à Alger le 9 février prochain. La compétition, quant à elle, est prévue pour octobre 2024. Et si le Bénin espère se qualifier, il va falloir donc faire un bon résultat à Alger dans 4 jours précisément, et aussi passer les 2 prochains tours, puisque pour la zone Afrique, il y a 4 tours prévus. Le Bénin ayant commencé donc avec le 2e tour et qui a pris une belle option pour cette manche aller face à la formation algérienne. Match retour, bien entendu, comme je le disais, ce sera le 9 février prochain du côté d'Alger. Oui, bien entendu. Allez, on va finir avec le volleyball et parler du championnat national professionnel qui est en cours. Les rencontres de la 7e journée ont eu lieu ce week-end déjà à partir du samedi. Et puis on fait le point, on commence par les résultats au niveau des dames. Il y avait 4 explications au total qui ont été disputées. Énergie qui s'est inclinée face à Queens. Queens qui fait, je dirais carton plein, cette saison, que des succès. Et cette fois-ci, sur ce résultat, on a donc 3 buts à 3-0 pour Queens, 3 manches à 0, pardon, 3-7-0 pour Queens. VBC face à l'équipe d'énergie, 25-23, 25-22 et 25-21. Vous voyez, ça a été disputé à l'arraché pour la formation de Queens, qui réussit à s'imposer sur les 3-7 sans laisser aucune chance à son adversaire. Adjidja s'impose 3-7-1 face à l'équipe de Dynamique. Et puis à l'ADA Olympique aussi qui s'est imposé 3-7-0, 25-22, 25-24 et 25-21. Énergie, pour sa 2e sortie, a réussi à s'imposer face à Assomignon, 25-16. 25-16 et puis 25-17. On passe au niveau des hommes. La différence est très nette. Bien entendu. Au niveau des hommes, pour les comptes de cette 7e journée, toujours, on a Énergie qui était face à Finance. Énergie s'est imposé à ce niveau face à Finance. Champion en titre qui est en difficulté, 25-15, 25-15 et puis 25-22. Finance qui a mal commencé la compétition se rappelle de cette défaite face à l'ADA Olympique à l'ouverture de la compétition. Adjidja, pour le compte de cette 7e journée, s'est incliné face à l'équipe de Dynamique, 25-23, 25-23, 25-16 et puis 25-21. Ça fait donc 3-7-1 pour les 4 manches disputées lors de cette explication. Alada Olympique s'impose aussi 3-7-0 face à Dynamique. Et puis l'équipe de la police républicaine, pour sa sortie ce week-end, s'est imposée à AS Cotonou 25-23, 25-18, 25-14. Donc 3-7-0 Tanguy. Ali Moumoune. C'était donc le tour d'horizon de l'actualité des sports. Merci beaucoup d'être passé par ici. À demain. En attendant, justement, mercredi, où on aura, je dois dire, ce à quoi ressemble ma foi la finale, puisque ce sera au soir donc de ce mercredi-là. On aura quoi au menu de Sport Matin? Demain, certainement le magazine. Oui, le document de la semaine, où on va rester toujours dans l'univers des centres de formation. D'accord. Ali, merci beaucoup. Bonne journée. À demain, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité ce matin. Il est politique. D'ailleurs, Christelle vous a montré un peu à quoi ressemble sa tête. Voici l'invité de ce matin. Notre invité, c'est Dr Mohamed Awali Akintola, lui qui est chef chargé de mission et chef de la cellule de communication du parti Renaissance Nationale. Docteur Akintola, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous de la position du parti RN par rapport au sujet de l'heure, la révision de la Constitution. Alors, je veux citer rapidement un extrait de ce communiqué sorti par votre parti politique la semaine écoulée, qui dit ceci: toute révision constitutionnelle forcée, notamment par voie parlementaire, risque d'être considérée comme, en tout cas au-delà de nos frontières, comme un coup d'État institutionnel et traité comme tel. J'ai cité là donc un extrait du message de la présidente du parti RN récemment sur cette actualité-là de la révision de la Constitution. Le parti RN est contre la révision de la Constitution. Pourquoi? Merci beaucoup. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour peuple béninois. C'est une question d'actualité et il faut dire que lorsqu'on parle de constitution en République du Bénin, tout le monde
à le sang en effet qui tourne à 90 degrés pour dire que c'est une question très sensible, surtout en fin de mandat. Et c'est le principal danger ou risque que Renaissance nationale veut bien éviter, puisque nous avons déjà connu par le passé des cas similaires. Et comme pour dire qu'il y a juste quelques heures, un cas encore au Sénégal vient conforter la position de Renaissance nationale. Oui, et nous mais là, il ne s'agit raison. pas de révision de la Constitution. Hein, oui, et puis, il s'agit quand même... On a connu plusieurs tentatives de révision de la Constitution au Bénin qui ont échoué. Il y en a une qui a réussi en 2019. Quand on voit toutes ces circonstances, on n'a pas l'impression que c'est une occasion où il y a une violence outre mesure. Ce que vous semblez peut-être mettre de côté, c'est que même si ce n'est pas une révision constitutionnelle au Sénégal, c'est quand même une décision prise par le président de la République qui touche quand même au fondement, au calendrier électoral. Et c'est ce que nous voulons faire au fait au Bénin. Bon, de par le passé, nous avons connu ça, mais vous savez, jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons peut-être commis par le passé. En fin de mandat, Kérékou, en fin de mandat, Yaïboni, il n'y a jamais eu de proposition de loi déposée en cette période critique-là. Nous sommes un soutien du président Patrice Talon. Nous voulons bien que cette fin de mandat puisse être une fin de mandat glorieuse pour les leaders derrière lesquels nous nous sommes alignés. Et le président Patrice Talon l'a répété à plusieurs reprises. Je ne suis pas intéressé par un troisième mandat, je ne suis pas intéressé par tripatuer la Constitution. Donc une bonne raison justement pour soutenir son projet, étant donné que le test renferme quelques difficultés et quelques incohérences surtout, et qu'il faut y aller. Non, on n'a pas besoin d'aller toucher à la Constitution pour régler le problème. Je vous rappelle que tout est parti de la décision DCC 24-001 de la Cour constitutionnelle qui dit qu'il y a, qui relève deux choses. D'abord, une incongruité au niveau du délai à prendre pour réorganiser le scrutin présidentiel en cas d'irrégularité constatée par la Cour constitutionnelle. Donc, il y a l'article 49 de la Constitution qui parle de 14 jours après l'adhésion de la Cour constitutionnelle et l'article 109 de la Constitution du Code électoral qui parle aussi de 14 jours, mais dans le même Code électoral, l'article 142 qui parle de 5 jours. Ça, c'est l'une des irrégularités constatées. Voilà. Mais vous vous rendez compte, par exemple, que dans tout ce qui est fait, rien n'est dit par rapport à ça. La proposition de loi déposée par ce sera peut-être une occasion où on va feuilleter de fond en comble peut-être le test pour voir tout ce qui lorsque cela est touché de façon claire, c'est l'occasion pour y aller. Mais ce qui a intéressé, la seule chose qui a intéressé en fait, c'est la rupture d'égalité entre les maires au regard du parrainage des candidats pour la présidentielle de 2026. Et à Renaissance nationale, nous disons, si c'est ce que nous voulons régler comme problème, on n'a pas besoin d'aller toucher à la Constitution. On verra bien tout à l'heure encore que c'est problématique. Quelle stratégie on pourrait adopter pour apporter ces corrections. Alors, selon une loi non écrite, un parti qui est dans la mouvance ne doit pas critiquer les actions du gouvernement, ni même attirer son attention en public sur d'éventuelles conséquences au sujet des actions à mener. Et ma question c'est, êtes-vous toujours sûr d'être de la mouvance présidentielle avec cet extrait que j'ai lu là? Je viens de le dire. Lorsque vous aimez quelqu'un, la meilleure chose que vous pouvez lui donner, la meilleure chose que vous pouvez lui accorder, c'est d'attirer son attention sur le danger qui le guette. C'est vous qui réellement l'aimez au lieu de le pousser vers. C'est-à-dire que, et je vous rappelle une chose, la mouvance présidentielle n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une association c'est pas un pacte qui fait que on ne doit pas se dire ou alors exprimer son opinion. Nous sommes en démocratie en fait. Lorsque vous parlez de majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est la démocratie au sein des partis politiques. Et nous partons déjà de là. Il peut y avoir des voix discordantes parce que l'un estime que pour arriver à bon port, il faut prendre par tel chemin, pendant que l'autre estime qu'il faut prendre par tel autre chemin. Cela est bien légal et il n'y a rien qui oblige en fait, encore que ça aurait été mieux. Je vous aurais encore mieux compris s'il y avait un cadre de concertation, de synergie d'action des partis de la mouvance présidentielle et des partis de l'opposition. Ça vous manque, c'est ça? Bon, me dire que ça me manque, c'est comme si nous l'avions vécu et que je suis nostalgique de cela. Parce ça que jamais, peut être justement une demande. Je pense que des idées. Ce serait l'idéal en fait. Ce serait l'idéal. Et ça pour tout le monde d'ailleurs. Oui.
Alors, mais j'ai pas vraiment l'impression, hein, ou est-ce que ce n'est pas peut-être le syndrome de la fin de mandat déjà qui anime ma foi les partis soutenant les actions de Patrice Talon. Par le passé, je ne me rappelle pas avoir été témoin ou avoir lu quelque part cette prise de position claire, parfois sur des sujets que soutiennent les partis de l'opposition, de la mouvance, pardon. Bien sûr que c'est déjà arrivé par le passé. Quel sujet? C'est arrivé lorsque la CEDEAO a décidé d'analyser ou alors de prendre en considération l'éventualité d'une intervention militaire au Niger. Renaissance nationale, à l'époque UDBN, a dit le Niger est un peuple frère et ne nous alignons pas derrière la décision probable ou possible de l'exécutif d'intervenir de façon militaire parce que ce sont nos frères. UDBN l'a fait, donc c'est pas la première fois. Alors vous parlez donc de... Et ce ne serait pas la première fois. Peut-être que vous me direz, ça ne vient pas tout le temps dans la presse ou sur la place publique, parce que il faut aussi savoir critiquer lorsque vous êtes avec quelqu'un, parce que ça peut être pris. Vous avez commencé à suggérer cela pour dire, est-ce que ce n'est pas le syndrome de fin de mandat et tout ça. Oui, lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous commencez d'abord par lui faire des recommandations. Vous le faites en off, vous n'êtes pas censé venir étaler chaque fois tout ça sur... Votre prise de position concernant la CEDEAO, c'était en 2023, donc deuxième partie de l'année 2023. De là à maintenant, on n'a pas l'impression que c'était trop tôt, hein. Mais vous n'allez pas quand même nous demander par crainte que cela soit interprété comme un syndrome de fin de mandat, de ne pas dire ce que nous pensons utile pour notre leader. Ah oui, c'est vrai. Alors, on lit aussi dans le communiqué, le tout dernier, on lit qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes qui supportent difficilement la vie, et même si vous excusez les réformes pour le besoin d'impacter la vie, vous insistez dans le message sur la douleur des populations. C'est une façon de l'activer aussi, non? Non, pas du tout. Elle est réelle, elle est palpable, parce que nous ne sommes pas les premiers à en parler. Même le président de la République en a parlé à plusieurs reprises dans ses discours lorsqu'il dit « Je sais que c'est dur, mais je vous demande de serrer la ceinture ». Et donc pour dire que ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de l'inventer, nous ne sommes pas en train de remuer le couteau dans la plaie. Non, la posture qu'il faut comprendre de cette déclaration-là ou de ce poste-là, c'est que nous sommes en train d'anticiper sur d'éventuels. Vous êtes alarmiste? Pas du tout. Il y a les alarmistes, je pense que vous les connaissez. Non, je les connais pas. Vous ferez mieux de les inviter à venir en parler ici. Nous ne le sommes pas du tout. Nous sommes prévoyants. Quelqu'un a dit dans ce pays que le peuple a faim, mais il est heureux. Visiblement, votre peuple, il a faim, mais il est très triste et très malheureux. Non, pas très triste, pas très malheureux. Je ne sais pas de quel point du discours ou de la déclaration vous avez lu. Vous avez lu cette extrémité-là. Non. Nous sommes dans cette... Non, nous ne faisons pas une description du peuple. Nous faisons une description de la situation que nous vivons tous, qui n'est pas une situation spécifique au Bénin. Cela, nous y sommes arrivés parce que nous faisons partie d'une chaîne, nous faisons partie d'un ensemble de pays et qui, à l'international, ont subi quand même beaucoup de coups ces dernières années. Et ne parlons pas des réformes institutionnelles à l'interne qui nous obligent forcément, et tout changement, toute réforme passe forcément par des sacrifices. Les peuples comme le Niger, le Mali, le Burkina passent aussi par ces sacrifices-là aujourd'hui. Donc il faut pouvoir comprendre cela, même le Sénégal encore, pour dire que ce n'est pas ce n'est pas hors du commun que cela arrive de cette manière-là. Mais nous constatons cela et les invitons à la patience, à la compréhension, car il est très... Écoutez, cette mauvaise compréhension-là des réformes il y a quelques années nous ont amené à ces événements douloureux que vous connaissez en 2019, en 2020 et en 2021. Vous voyez, c'est le même schéma en fait. Donc nous anticipons pour dire, n'allons pas jusqu'à ces extrêmes-là parce que c'est le peuple qui perdra. Monsieur Akintola, beaucoup reprochent à la constitution actuelle quand même d'avoir été votée par un parlement monocolore. La preuve, ma foi, les incohérences, vous en avez cité tout à l'heure, qui existent dans le dossier. Maintenant que l'opposition est au parlement, est-ce que ce n'est pas le moment idéal justement d'apporter les corrections nécessaires qu'il faut? J'en ai parlé sur un ou deux plateaux déjà pour dire que, bon, vous savez, s'il a raison, d'accord, pour s'opposer à la Constitution, la nôtre étant bien, je viens de l'expliquer, étant bien différente de celle de tous ceux qui s'opposent à cette révision de Constitution-là, si c'est de corriger des imperfections de cette Constitution, bon, l'opposition a toujours crié que ce n'était pas une bonne constitution que ce que nous avons là et que comment vous appelez ça, les amendements qui ont été apportés ne devraient pas l'être, donc c'est peut-être l'occasion pour eux deux, mais bon, chacun a ses raisons de s'opposer à ou de soutenir. Nous penserons quand même que la période n'est pas
est très opportune pour nous. Quelle est la période la meilleure selon vous? C'est lorsque nous ne sommes pas en train de penser que l'autre a des arrière-pensées de révision opportunistes et tout ça. Et ça, la plupart du temps, on n'en parle pas trop lorsque nous sommes peut-être à des débuts de mandat. Mais c'est arrivé avec Patrice Talon, vous vous souvenez de sa première tentative, avant son javisuré et très énervé, très énergique. Première tentative qui n'était pas dans le sens de rallonger son mandat ou de multiplier les mandats. Donc on a rejeté. Oui, voilà. Et donc, il n'y a pas de moment idéal alors. Si vous me dites qu'il n'y a pas de moment idéal, ça veut dire qu'il n'y a pas, comment on appelle, ou qu'on ne devrait pas réviser la Constitution. Oui, on parle d'une loi qui est aussi muable. On a dit là, on est en fait de mandat. Okay, je vous ai montré que même en début de mandat aussi, c'est compliqué avec les Béninois de toucher à leur Constitution. Oui, mais ça n'a pas soulevé les mêmes polémiques. Ça n'a pas soulevé les mêmes polémiques. C'est-à-dire que en son temps, on a dit non, notre constitution en l'état actuel nous convient. Bon, si monsieur le président veut faire un seul mandat, à lui de le faire. Vous voyez, mais il n'a pas besoin de toucher à la constitution pour. Ben, il a cette même constitution lui donne les prérogatives d'initier une révision de la constitution. Il l'a initié, ça n'a pas marché. Mais là, bien avant même que la Cour constitutionnelle ne prenne cette décision, ou aussitôt après, au lendemain d'eux, vous voyez la polémique qui a été suscitée dans... C'est quelle polémique? Ben, on a commencé à dire, non, ils ont une idée derrière la tête, ils veulent réviser la constitution pour faire un troisième mandat. Ça a commencé à partir de là. Cette polémique-là, elle a commencé de là. Ce qui est différent de cette première tentative de révision-là. Et nous le disons, le peuple est à fleur de peau. Il vaut mieux éviter toute possibilité de mettre de l'huile sur le feu. Alors, vous êtes absent au Parlement, vous êtes absent dans les conseils communaux. Si les députés fonçaient tête basse avec le projet, qu'est-ce que RN pourrait faire? Nous prendrons acte. Nous ne ferons que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et l'histoire peut-être nous donnera raison ou tort. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas un autre levier à part celui, de parler dans la presse, de donner notre position, parce que c'est ce qui est recommandé en démocratie. Dans un état de droit, nous exerçons ce droit-là. Vous nous en donnez l'occasion, et d'ailleurs, merci. Au-delà de ça, il y a la sensibilisation sur le terrain par rapport à la question. Il y a l'écoute de nos militants et de nos sympathisants à la base par rapport à leurs ressentis sur la question, ce qui définit également notre prise de position. Et puis, il y a également les concertations avec le pouvoir en place et possiblement avec les députés à l'Assemblée nationale. Et en son temps, on verra ce qu'il faut faire. Mais au-delà de ça, nous n'avons pas un élément de pression ou un levier décisionnel par rapport à cette question-là. Nous allons donc aviser lorsque ce sera fait. Comme quelqu'un. On ne vous a pas tellement entendu, sinon peut-être pas du tout alors, au sujet du code électoral jusque-là. En tout cas, pour ce qui concerne les reproches de la Cour constitutionnelle qui a demandé de faire quelques corrections, quelques éléments, vous devrez être normalement les premiers à saluer qu'on révise de faute en comble non seulement le code électoral, mais la Constitution. J'ai rappelé tout à l'heure que vous êtes absent au Parlement, vous êtes absent dans les conseils communaux. C'est la faute essentiellement à ce code électoral et à la nature de la Constitution aussi, non? Non. D'abord, la Constitution ne nous a pas empêchés d'être dans les conseils communaux ou à l'Assemblée nationale. La Constitution a validé justement le code électoral. Enfin, c'est une continuité de test. Oui, mais en fait, vous savez, les détails ce qui a fait que l'UDBN n'était pas au Parlement et autres. La première raison, c'est d'abord le seuil de 10%. Mais ce seuil de 10% n'a pas été fixé par la Constitution. C'est dans la Constitution? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous mets au défi de me sortir l'article qui en parle. Le seuil de 10% a été fixé par le code électoral et non par la Constitution. Vous savez, l'article, comment on appelle, excusez-moi, ça m'échappe. Voilà, l'article 132 de la Constitution parle des modalités. Vous voyez, mais ne fixe pas, parle le parrainage, mais ne fixe pas les 10%. C'est plutôt dans le code électoral que nous avons les 10%. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose à modifier en matière de seuil, de levée de siège, c'est dans le code électoral, pas dans la Constitution. Ça peut aller. Le calendrier électoral, il est fixé par la Constitution, mais ce calendrier ne nous pose absolument aucun problème. Maintenant, dire qu'on ne nous a pas entendu par rapport au code électoral, non, pas du tout. Peut-être que on ne nous a pas suivis. Sinon que nous avons toujours décrié le fait que le code électoral avait des limites et des imperfections et qu'il fallait
Alors on s'arrête aux 2 reproches de la Cour constitutionnelle ou bien Non, on va au-delà parce que vous venez de l'évoquer. Sur plusieurs plateaux, on en a parlé. Comme je l'ai dit, c'est le seul moyen d'expression que nous avons aujourd'hui pour dire que pour un pays de 13 millions d'habitants, fixer ce seuil-là, quand on a une liste électorale qui fait à peine 6 millions et qu'à chaque élection, on a moins de 50% de ces personnes-là qui votent, fixer le taux à 10%, d'accord, comparativement à beaucoup d'autres pays qui font 10 fois le nombre du Bénin et tout ça là, et qui ne sont même pas à ces 10% de seuil-là, je pense que cela devrait être revu. Il y a un journaliste, un de vos collègues qui m'a dit un jour, est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas les 10%? Je lui ai répondu, mais c'est normal. Il ne revient pas au lion à une réunion des animaux de la forêt de dire que manger de la chair serait interdit. Non. Il n'y a que celui qui subit qui peut prendre la mesure d'eux et exprimer. Et c'est de ça qu'il s'agit, l'équilibre là, en démocratie, qui veut qu'on préserve également le droit des minorités. Mais pour revenir à la question du code électoral, vous savez, le problème se situe au niveau du délai fixé par le code électoral pour le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle. Candidature qui doit comporter les dossiers de parrainage. Et la question c'est qui doit parrainer? La Cour constitutionnelle comprend ou alors constate que en l'état actuel des choses, les élections générales de l'année 2026 vont se passer comme ceci. Élections couplées communales législatives le 11 janvier. Élection présidentielle en avril. Il faut déposer les dossiers 50 jours avant le démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle. Lorsque vous faites le décompte, le dernier délai ou le dépôt devrait se faire donc le 5 février. D'accord? Les députés élus au soir du 11 janvier seront investis selon la Constitution le deuxième dimanche, le troisième dimanche. Le deuxième dimanche du mois de février qui tombe donc le 8 février, c'est-à-dire 3 jours avant le délai et après le délai. Donc, d'office, ceux qui ont la légitimité, puisque lorsque nous avons révisé la Constitution en 2019, nous avons introduit des articles qui disent clairement que la fin de mandat des députés et des conseillers communaux est acté le soir de l'installation du nouveau conseil communal ou de l'investiture des nouveaux députés à 0 heure. C'est-à-dire que jusqu'en ce moment-là, ils en ont la légitimité. Et nous en avons coutume. Lorsque même on va aux élections, à l'élection présidentielle et qu'un nouveau président est élu, l'ancien président, jusqu'au jour de l'investiture, peut encore prendre des décrets et agir en tant que... Oui, mais quand on a connu le dossier... il en a toujours la légitimité. Janvier, il y a Rodéo, Hervé Romé, on n'a pas l'impression que c'est la même interprétation. Hein? Non, ça c'est tout un autre pan. Là, c'est l'interprétation d'un autre article qui parle de la question de la, comment on appelle, de suspension ou de la possibilité de revenir lorsque ça c'est tout autre chose. On ne va pas mélanger ça. Il y a eu un débat d'abord qui a installé cet argument que, étant donné que Roumain n'a pas été d'abord au Parlement se faire installer avant de déposer sa démission, c'est qu'il n'a pas été député, ce que la Cour a rejeté. Oui. Bon, je ne veux pas, puisque le temps ne nous le permet pas, sinon si vous voulez, on va bien mener ce débat-là également. Je crois que... la position par rapport... Ah, mais revenons à la question du calendrier pour dire que... Donc, la Cour constate que les députés de la 9e législature, donc ceux qui sont en fonction actuellement, n'ont pas de problème, ils peuvent ont la légitimité pour parrainer. Mais le problème se situe au niveau des conseils communaux, où la Constitution dit que l'installation des conseils communaux commence le premier dimanche pour se terminer le 3e dimanche. Dans cet intervalle-là, puisqu'on a 77 conseils communaux à installer, ce qui nous fait donc 15 jours du 1er au 15 février. Si l'exécutif, puisque c'est l'exécutif qui installe, si l'exécutif se précipite dans certains départements à installer les conseils communaux, c'est que nous aurons des conseillers élus, ou des maires plus précisément élus, au soir du 11 janvier 2026 qui pourront parrainer. Parce qu'ils sont déjà investis. Parce qu'ils sont déjà investis, et d'autres conseillers communaux ou maires qui n'ont pas encore été déchus par l'installation du nouveau conseil communal qui pourrait. Il y a donc, et l'article 26 de la Constitution demande à ce que tous les citoyens béninois soient égaux devant. C'est là la question du président. Mais la solution pourrait se trouver simplement au niveau de ce délai-là, puisque le délai n'est pas fixé par la Constitution, mais fixé par le Code électoral. Alors, si le peuple veut conférer cette légitimité de parrainage-là aux actuels maires, c'est-à-dire les maires de 2020 et les députés de 2023, il suffira simplement d'avancer le délai de dépôt des candidatures avant le début d'installation des maires.
C'est-à-dire donc au plus tard le 31 janvier. Donc on exclut totalement les nouveaux maires. Aucun conseiller communal n'est encore installé et la légitimité reviendra donc à ceux qui sont encore en fonction à cette date-là, autant les députés que les maires. Mais si on décide d'accorder cette légitimité-là de parrainage à ceux qui seront élus en 2026, au soir des élections couplées, il faut simplement retarder ce délai-là également après le 15 février. Et le jeu, il est fait. Et le jeu, il est fait. Tous les conseillers communaux seront installés, les députés seront installés et ils pourront valablement parrainer les candidats pour la présidentielle. Docteur Mohamed Dawali Akintola, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous êtes, je rappelle, chargé de mission et chef de la cellule de communication du parti Renaissance Nationale. Bonne journée à vous. À vous également et bonne journée à nos téléspectateurs. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause. On est calé pour la canne. La canne chez Distrimas, c'est gratuit avec les décodeurs intégrés des téléviseurs Full HD Nasco LED de dernière génération. Comment installer les chaînes gratuites sur nos télévisions Nasco? Étape 1. Branchez le câble de votre parabole à votre téléviseur Nasco. Étape 2. Choisissez la langue de votre téléviseur Nasco. Étape 3. Choisissez environnement dynamique. Étape 4. Choisissez Bénin. Étape 5. Choisissez TNT. Étape 6. Lancez la recherche. Offre disponible jusqu'au 12 février. Rendez-vous dans nos agences Distrimas Calavi, Cotonou Marina et Porte Novo. Contact vendeur 99 18 47 47. Produit sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison chap-chap. C'est le sujet politique du moment, la révision de la Constitution. Et si vous prêtez oreille attentive à ce que dit la classe politique nationale, en tout cas constat de Franck Aounou, eh ben, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour s'opposer au projet qui quand même évolue, fait son petit bonhomme de chemin au niveau du Parlement. Actuellement, le dossier est sur la table des membres de la Commission des lois pour examen. Franck Aounou, bonjour. Bonjour. Depuis le dépôt au Parlement de la fameuse proposition de loi portant révision de la Constitution de décembre 90 et revue en 2019, les réactions n'ont pas arrêté de se multiplier. La majeure partie ne sont pas en faveur de cette loi dite Assam Seydou. Oui, Tanguy, ce n'est pas exagéré de le dire ainsi. On assiste à une sorte de levée de bouclier contre ces quelques propositions que le député Hassan Seibou souhaite voir dans la Constitution pour régler, selon lui, une fois pour toutes ces incohérences que comportent les tests électoraux. En dehors des deux blocs siamois qui soutiennent les actions du chef de l'État, le BR et l'UP Le Renouveau, les positions affichées par la plupart des acteurs politiques ou de certains partis politiques ne sont pas du tout en faveur de cette proposition de loi. D'abord, les démocrates et leurs alliés choisis, je veux parler du MPL, du GSR, du NFN,
se sont réunis pour dire catégoriquement non à la révision de la Constitution. À leur suite, l'ancien président de la République, ancien président de l'Union africaine, Thomas Ishola Boniyayi, qui s'est opposé farouchement à une quelconque retouche de la loi fondamentale. Il en a tellement démontré sur sa page Facebook pour justifier son désintérêt à un tel projet qu'on peut conclure que Ishola Boniyayi attendait une pareille occasion pour étaler des choses qui lui tenaient à cœur il y a bien longtemps. Pour ceux qui n'ont pas encore lu son message publié sur sa page, c'était mercredi dernier en fin de journée. Allez vous servir pour mieux comprendre. Démocrate et compagnie, Boniyayi en solo. Mais il n'y avait pas que ces partis. Il y a ni plus ni moins le parti Force-Cori.Bénin émergent qui, malgré une rencontre tenue avec Patrice Talon dans la foulée, est sorti dressé contre la révision de la Constitution. Mais les autres réactions qui ont surpris plus d'un, ce sont celles de Moël Bénin de Jacques Ayadi qui dit non, catégoriquement non à la révision de la Constitution, et c'est un paradigme de solution à découvrir dans leur déclaration. Il y a également la Renaissance nationale de Claudine Prudencio. Ces partis politiques, bien que se réclamant de la majorité présidentielle plurielle, n'ont pas pris fait et cause pour Hassan Seibou et sa fameuse loi. La déclaration de Claudine Prudencio est celle qui a le plus marqué mon attention. Tenez, elle et sa Renaissance nationale sont contre l'idée d'une révision forcée par voie parlementaire, car elle sera considérée comme un coup d'État institutionnel, parce que n'ayant pas fait objet de discussion ni de consensus. Mais en même temps, elle se refuse de faire l'apologie de la violence et des actes excessifs en invitant les femmes à encadrer leurs époux et également les jeunes pour éviter toute initiative à caractère chrysogène. C'est important car dans ce débat, les gens ont ouvert une filière. Certains concitoyens se plaisent à pousser le bouchon beaucoup trop loin en tenant des propos belliqueux, peu rassembleurs, peu pacifiques, des propos à la limite régionalistes. Être contre la révision opportuniste de la Constitution, c'en est une chose. Et de là, en souhaiter de voir le Bénin disloqué, c'en est autre à condamner avec véhémence. Total Tanguy. Oui, on a beaucoup de résistance, hein, Franck, à Aounou. Mais pourquoi, malgré tout ce bruit et toutes ces résistances et toutes ces oppositions, eh bien, l'initiateur du projet ne va pas retirer son affaire, ou tout au moins que le chef de l'État qu'il soutient et dont il soutient les actions ne l'aide pas un peu à aller retirer son papier? Patrice Talon, je ne crois pas qu'il dissuade qui que ce soit de retirer une loi proposée pour réviser la Constitution. Il va clamer jusqu'à son dernier souffle qu'il n'en est pas demandeur, qu'il a eu le temps de le dire de vive voix aux acteurs politiques lors de sa série de concertations. Vous vous rappelez, au palais de la Marina, eh bien, on peut dire le contraire et l'accabler de toutes les critiques possibles ou de le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais les faits lui donnent un tout petit peu raison. A-t-il introduit une loi portant révision de la Constitution au Parlement? Assurément non. Ceux qui pensent que Hassan Seibou ne pourrait le faire sans la caution de son chef, le président de la République, ce sera leur parole contre celle de Talon qui dira ad viternam qu'il s'agit d'une initiative portée par les députés et non la sienne. Quant à Hassan Seibou, il a certainement pris le soin de mesurer la portée, les implications ainsi que les tenants et aboutissants d'un tel projet qui rend extrêmement frileux tout un peuple. Il doit savoir en allant déposer sa nouvelle monture de la Constitution au Parlement que le jeu qu'il ouvrait ne sera pas une partie de beurre. D'ailleurs, il se débat comme un beau diable dans un bénitier pour justifier face à des millions de Béninois sceptiques et incrédules quant aux réelles motivations de sa démarche dans laquelle il s'est lancé. C'est dans une sacrée galère qu'il s'est mise. Si ça marche, il aura une satisfaction morale, pourra se targuer d'être auteur d'une proposition de loi qui est passée au Parlement pour réviser la Constitution, ce qui peut être une source de gain auprès de son chef Patrice Talon, mais devra porter cette responsabilité morale devant l'histoire, toute sa carrière politique. Si ça ne marche pas, il devra tout bonnement aller chercher sa copie de la Constitution revue, la ranger et passer à autre chose. En ce qui concerne Patrice Talon lui-même, il adopte une posture qui doit faire réfléchir, son silence, son calme. Et face à ce débat, on dit non. J'ai toute l'impression que le chef de l'État, qui est à coup sûr le Manitou dans ce débat, détient une carte dont il veut faire usage tout en supprenant le peuple et les acteurs politiques. Là, je me demande si réellement Patrice Talon veut réviser la Constitution. Pourquoi attend-il à 2 ans de la fin de son mandat pour s'engager
sur un chantier aussi périlleux, un terrain aussi glissant? N'est-il pas en train de jouer à un jeu politique minutieusement conçu visant à dérouler tout un autre plan, de toucher aux fondamentaux de la Constitution que craint tout le monde, ou de nous mener, par exemple, sur un terrain totalement à l'antipode de ce que redoute l'opinion publique? Et pendant que beaucoup de questions tournent dans les esprits des observateurs de la vie politique, Ishola Boniyahi fait de ce débat éminemment sérieux, nécessitant une veille politique accrue. Un de ces sujets passe-temps, dans les formules parfois ironiques, c'est bien, il en a le droit, et il n'est pas un novice en politique, mais à la où vont les choses, l'opposition, à mon avis, doit faire preuve de perspicacité et de veiller d'âme. Elle doit éviter d'en faire des sujets de plaisanterie, de raillerie, de simple propagande et de populisme débordant. C'est une bataille politique entre mouvance et opposition, ou entre Boniyahi et Patrice Talon, et seuls les plus astucieux l'emporteront. Dans tous les cas, le mot consensus doit primer sur tout autre. Merci Franck Aounou pour ce commentaire de ce matin qui va installer nos échanges. William, bonjour. Eric, bonjour. Le Gaba, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ces moments de débat. Il y a beaucoup de voix qui se lèvent, hein. Même dans le camp de la mouvance présidentielle. Les langues se délient. C'est une surprise, non, Eric? Absolument. Citoyen que je suis, on ne m'a pas habitué à voir des partis de la mouvance, à voir un temps qui s'oppose à l'initiative des partis même de la mouvance. Vous savez, depuis 2016, on a toujours observé une forme d'alignement des partis de la mouvance autour des projets, autour des initiatives, autour même des lois. Parce que si aujourd'hui, ce qu'on observe, on aurait aimé peut-être voir ça sur d'autres lois qu'on a votées notamment dans ce pays, que les syndicalistes, encore à cri, n'est-ce pas, n'ont jamais manqué véritablement de dénoncer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces partis sont allés chercher véritablement l'effort de la contradiction dans l'idéologie de leur formation politique, ou nous sommes encore dans une forme de plan politique, un peu comme l'a relevé Franck dans son commentaire? Vous savez, on peut toutefois aussi le demander, ne serait-ce que pour embrouiller un peu les cartes et les esprits. Bon, écoutez, vous êtes libre, hein, de vous prononcer sur cette loi. Si ça ne vous dit pas, bon, écoutez, allez-y, faites-le. Cependant, quand je vois en même temps dans cette prise de position les arguments qui sont donnés, cela me ramène un peu toujours à la proposition de loi de Hassan Seydou sur le fait qu'il y a vraiment un problème. Parce que quand vous lisez la proposition de Moël Bénin, tout en refusant une modification de la Constitution, c'est de décaler un peu les dates même de dossier de candidature. Cela suppose que si nous allons aux élections selon le code électoral et selon les dates en l'état, peut-être que le problème que Hassan Seydou redoute, nous l'aurons d'une manière ou d'une autre. Quand vous lisez également la proposition de la Renaissance nationale, c'est bien ça. Également, et aussi, il propose une forme de décalage pour permettre effectivement que nous nous retrouvons dans les élections générales sans pour autant amputer sur la date d'installation des conseillers comme le peut, tout ça. Toujours que nous apprécions la position des différentes formations politiques, mais ce qu'on ressort, c'est qu'il y a un nom qui devient retentissant. Oui. Moi, je ne serais pas très surpris. Je ne suis pas du tout surpris. Tout simplement qu'il faut déjà constater que à quelques années ou à 1 an, à 2 ans, souvent de la fin d'un mandat, on constate souvent cette désobéissance aux décisions centrales. Et c'est la même chose que nous sommes en train de vivre encore une fois encore. Il faut simplement dire que déjà, le projet de loi de révision de la Constitution en lui-même porte des germes de division. Parce que tout de suite, tout le monde parle de cohésion, de consensus et de dialogue national, ce qu'on ne voit pas dans ce projet qui est envoyé au Parlement. Ce qui veut dire que déjà, dans ce sens-là, tous les partis ne se retrouvent pas, les partis politiques ne se retrouvent pas dans ce schéma. Maintenant, parlons des parties prenantes, que ce soit toutes les franges de la société. Parce que nous voyons, actuellement, on veut passer ce projet-là sous l'égide des politiques. Or, il n'y a pas que les politiques qui parlent de la loi fondamentale. Donc, si nous voulons répondre aux injonctions de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour corriger le code électoral
plutôt que d'aller nécessairement vers la révision de la Constitution. Je pense que tous les partis qui ont opiné, à part les deux autres qu'on connaît, sont tous allés dans le même sens. C'est-à-dire, aller corriger le code électoral sans toucher à la loi fondamentale, parce que la correction, l'introduction de nouveaux tests dans la loi fondamentale risque de créer plus de fossés, parce qu'il y a déjà un conflit de confiance au niveau entre le peuple et les dirigeants, et c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faudrait éviter en ce moment, parce que nous allons vers des échéances électorales qui sont assez sensibles, et il faut faire en sorte que la cohésion nationale reste. William, Ulrich, sans le faire noter qu'à la fin des régimes, très souvent, on a cette désobéissance en griffe au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est vraiment le cas dans le contexte dans lequel nous sommes là, où Mouel Bénin et le parti RN décident de porter sur la place publique leur opinion et leur opposition à ce projet de loi-là? Ou bien carrément, faut-il pas le lire plutôt sous l'angle de ce fait que c'est pas un projet qui tient à cœur à Patrice Talon, et donc ils ont la liberté d'opiner, étant donné que Patrice Talon l'a martelé bien à mes égards, qu'il n'est pas demandeur de la révision de la Constitution. En tout cas, son porte-parole peut nous prêter sa foi, et donc qu'il n'a aucun intérêt à retoucher au test. Votre dernière hypothèse, pour moi, est peu probable. Celle d'un projet, d'une proposition de loi portant révision de la Constitution ne recueillant pas l'assentiment de Patrice Talon. Mais Ulrich a planté un contexte qui, pour moi, vaut la peine. Nous sommes à échéance close bientôt pour ce qui est du mandat constitutionnel de Patrice Talon, ou des mandats possibles constitutionnellement si les choses demeurent en l'état. Vous savez, nous serions à une certaine époque de l'histoire politique du Bénin que dans très peu de temps, ces partis de la mouvance présidentielle qui sont aujourd'hui contre le projet de révision de constitution, vous les verrez faire des déclarations et rentrer dans l'opposition. Mais nous sommes à l'ère... Est-ce que ce n'est pas le premier pas déjà? Attention, nous sommes à l'ère de la réforme du système partisan. Et moi, je suis bien surpris que pour une toute première fois, une autre cloche, autre que celle de l'harmonie du cœur de toutes les partitions en une seule, puisse résonner du côté de la mouvance présidentielle. C'est inédit. Et venant surtout de ces partis, permettez, ce sont des partis satellites. Ils ne participent pas à la gestion de l'action gouvernementale autant que les autres. Donc, ces partis qui ont forcé leur présence dans la mouvance présidentielle, qui ont tenu et résisté aux côtés des deux grands blocs. On peut trouver ça comme des caprices d'infidélité de dernière heure, c'est-à-dire des caprices d'insatisfaction des partis qui n'ont pas eu droit à la mamite à la même part que les autres, et qui à un moment donné sont en train d'être frustrés parce que le chrono est décompté et la partie de jeu va finir bientôt. Il faut quand même pouvoir survivre et avoir une position, une opinion avant que le glas ne soit sonné. Maintenant, on peut également voir ça comme une façon de dire attention, nous sommes prêts à soutenir la mouvance présidentielle, nous sommes prêts à aller dans les projets communs, mais pas ensemble sur tous les projets. Nous ne sommes pas d'accord pour tous les projets. Ça peut être lu de cette façon. Mais attention, si cette position de deux partis de la mouvance présidentielle rejoint des positions nourries déjà dans l'opposition presque en cœur, parce que et la FCBE et les autres regroupés autour des démocrates avaient la position, attention au pronostic vital de ce projet. Franck? C'est dans une clinique. Oui, la clinique parlementaire. Allez, moi, je pense que le nom aujourd'hui se justifie à 3 niveaux. D'abord, la période, l'on se dit qu'en fin de mandat, à 2 ans seulement de la fin du mandat du chef de l'État, le laisser entreprendre un tel projet est un peu risqué. Ensuite, le caractère obligatoire. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de retoucher à la Constitution pour réparer les problèmes que nous nous sommes créés en 2019. Les révisionnistes diront oui. Voilà, ils diront oui, mais beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire de toucher à notre loi fondamentale, de le faire de plus en plus. Le nombre de ces personnes-là augmente. Il y a également la démarche de l'initiateur. Les gens estiment également qu'il faut une large consultation. Mais par voie parlementaire, ça ne garantit rien. Ce sera comme un coup forcé. On a voulu faire avaler cela à la population alors que la Constitution
fait partie des priorités, des choses sur lesquelles le peuple le peuple ne laisse pas passer, des choses auxquelles le peuple tient beaucoup. Mais au-delà de tout ça, là, au plan politique, moi, je pense qu'on est en train de nous dérouler, de faire de nous des acteurs d'un feuilleton à notre corps défendant, que ce soit les acteurs politiques, la population. Parce que, vous savez, avant même la révision de la Constitution, c'est cette fameuse brouille entre Patrice Talon et son ami, son vieil ami d'hier, Olivier Bocco, qui a retenu les attentions, nous a chanté ça, la presse en a fait son chou gras. Après quelques jours, on n'en avait même pas fait, on ne sait pas à quel niveau ils sont actuellement, puisque la presse n'est plus revenue sur ça. On a mené le débat sur le potentiel promet qu'on vire les ministres pro Bocco très bientôt à l'occasion de là encore, en tout cas, c'est des informations à confirmer. Voilà, si c'est pas quels sont les éléments. Et donc aujourd'hui, on nous amène sur un terrain de révision de la Constitution. Donc je me dis, demain, qu'est-ce qu'on nous réserve? J'ai comme l'impression que la fin de mandat, Talon cherche quand même à occuper les esprits, et cela nous éloigne totalement des problèmes que nous avons autour de nous, les problèmes de subsistance, ainsi de suite. Donc, pour analyser ça, moi je pense qu'il faut rester un peu prudent, parce que demain, peut-être qu'on peut se réveiller un peu comme ceux qui ont été chassés ceux qu'on a mis à la retraite forcée. Ils n'ont pas été chassés. On peut je m'en excuse, on peut se réveiller demain avec un autre épisode de ce feuilleton-là que personne ne maîtrise. Donc c'est un peu délicat pour moi. Franchement, c'est pas là où nous allons actuellement. Ce dont on est sûr, la loi est déposée au Parlement, elle sera étudiée. Bon, la suite, je ne sais pas. Vous allez inquiéter ceux qui, parfois, ont dû se réveiller en 2019 sous une autre constitution, alors qu'ils avaient dormi sous une autre la veille. Mais j'espère en tout cas que cette fois-ci, ça va pas être ça, qu'il y aura véritablement un vrai débat si véritablement le sujet venait sur la table des députés à la plénière. Loric, faut-il voir Patrice Talon en difficulté? Petit Thomas. Oui et non. Oui, pourquoi tout de suite, moi je pense que Hassan Seyibou est dans le mauvais rôle, parce que il peut quand même pas introduire. Il n'y a pas de mauvais rôle en politique. Non, mais attendez. C'est selon l'angle. C'est selon. Ça c'est votre opinion. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Je l'assume pleinement. Je l'assume pleinement. Il est dans le mauvais rôle, parce que c'est vrai que derrière on dit que c'est pas Patrice Talon qui a introduit ce projet de loi, mais dans le même temps on sent que bon, ça ne peut pas être introduit sans la bénédiction, sans l'onction du grand Manitou. Donc, je l'ai dit tantôt, il y a une crise de confiance, je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, qu'il y a une crise de confiance sans être grandissante entre les dirigeants et le peuple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs fois, on a dit certaines choses, on a confirmé, on a argumenté, mais le lendemain, on s'est rendu compte que ce qu'on a dit, non, ce à quoi on a dit non, s'est retrouvé être oui. Et ça a été plusieurs fois démenti ici. Donc, en un mot, il y a une crise de confiance grandissante entre le peuple et les dirigeants. Mais l'autre aspect, quand j'ai dit tout à l'heure que Patrice Talon se retrouve un peu en difficulté, oui, parce que cette loi pouvait passer facilement parce qu'ils ont la majorité au Parlement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la voie du Parlement et pourquoi pas la voie référendaire? C'est tout simplement parce qu'on a pensé que c'est la porte la plus facile pour faire glisser un pareil document. Maintenant, il y a un problème parce qu'actuellement, on sent que tout le monde intervient. Mais non, parce qu'il n'a pas... J'avais dit oui et non. Non, parce que derrière, on ne voit pas que Patrice Talon, parce qu'on se dit, Patrice Talon, est-ce qu'officiellement, il a déposé un projet de loi? Non. Ben voilà. William. Apparemment, Patrice Talon est en difficulté. Mais véritablement, la machine mouvance présidentielle est en difficulté. Là-dessus, je suis affirmatif. Patrice Talon peut se targuer d'être un peu en train de suivre tous ces événements de haut. Oui, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Un député fait une proposition de loi. Le Parlement est dans son train-train quotidien. Ça agite l'opinion, quitte à voir les sensibilités de part et d'autre. Il s'en targue et ça passe. Mais pour moi, il est en difficulté d'apparence. Mais techniquement et véritablement, et ça c'est palpable, c'est vérifiable, la mouvance présidentielle, la machine n'est pas huilée. Et là-dessus, on voit les divisions et même les sons de cloche sous boisseau. Parce que, attention à ce que les politiques disent en de pareilles occasions sur les écrans ou
publiquement. Vraiment attention à ce qu'ils disent à propos. Parce que leur véritable opinion est avec eux. Et dommage que beaucoup n'ont pas le courage de la sortir. Et même de ne jamais en parler presque. C'est comme on le dit en langue, c'est comme le rêve du chien. Il le garde pour lui et pour lui seul. Ah non, il a au moins ses amis chiens à qui il peut pas peut-être, si vous comprenez peut-être la langue des animaux par laquelle il communique. Donc, moi je pense que cette révision de la Constitution et tous les germes de division qui vont avec, et tous ces faux pas, la préparation du contexte, la préparation de l'opinion, les erreurs de communication séculaire qui ont été commises dans l'explication et la façon dont on aborde le sujet, même du point de vue extrêmement politique de l'affaire, le contexte sous-régional avec Macky Sall et ses déboires. Bref, pour moi, la mouvance est en difficulté. La mouvance est en difficulté. Eric, est-ce que cela n'est pas peut-être bien préparé à dessein? Quand on voit quand même quand on lit un peu les erreurs, les incohérences, c'est tellement banal, basique. Ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a vraiment réfléchi. Est-ce que tout cela n'est pas orchestré pour peut-être nous distraire à ce moment précis-là? C'est vraiment ma position là-dessus. Parce que on peut partir de l'existant. Par rapport à la question, c'est la fin qui nous permettra justement de savoir si Patrice Talon est en difficulté aujourd'hui. Mais l'existant est que même quand Patrice Talon se retrouve en difficulté, il s'arrange pour tourner cette difficulté à son avantage. Quand en 2021, les parrainages ont commencé par traverser la frontière, on a trouvé la formule de régler ce problème au niveau des partis politiques. Patrice Talon s'en est sorti. On lui a imposé des visas ou des passeports. Et Patrice Talon s'en est sorti. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'on a vu Patrice Talon en difficulté et qu'à la fin, il n'a vraiment pas tiré profit de cette difficulté. Et je pense que quand l'homme entame un projet, il a déjà mûri sa réflexion, il a déjà réfléchi avant d'entamer le projet. Il n'est pas le genre qui, c'est une fois en cours d'exécution qu'il commence par réfléchir. Et depuis 2016, la date d'aujourd'hui, au plan politique, il a toujours gagné ses batailles politiques avec une façon cohérente, n'est-ce pas, de le faire. Comme vous l'avez dit, c'est trop banal, c'est trop facile, n'est-ce pas? Et je vous l'ai dit ici que ceux qui pensent que Patrice Talon aura le même sort qu'un président en fin de mandat, un peu comme on le dit assez souvent, oui, les fins de mandat, on remarque des cas de désobéissance, des disciplines, machin, puis tout ça. Il est le premier à le savoir et l'avoir anticipé depuis 2016. Parce qu'il sait avec qui il est. Il maîtrise X ou Y autour de lui, les personnes qu'il a côtoyées depuis 2016. Il sait la façon dont il fonctionne, comment est-ce qu'il faut les gérer, comment est-ce qu'il faut anticiper sur la posture de chacun, absolument tout ça. Il n'y a pas, pour moi, de doute à avoir sur le fait que Patrice Talon est en difficulté. Même s'il est en difficulté, je pense qu'il a encore le temps, bien entendu, de pouvoir tourner ces difficultés à son avantage. Pour avoir été longtemps acteur politique dans l'ombre, décideur, grand décideur de... Ce que je voudrais ajouter rapidement, si Franck me le permet. En 2019, on a vu un gouvernement qui a porté l'initiative de la révision. Et ça a été dit. Vous verrez que la différence ici, même si pas derrière, on sait que dans ce système, mais personne ne peut poser un acte, même au plan politique, sans quand même avoir la caution de quelqu'un. Vous l'avez dit, c'est facile. Enfin, je ne pense pas. Je ne sais pas non plus si dans ce système, on a déjà commencé par avoir le courage, fut-il président même du parti d'un bloc de la mouvance, n'est-ce pas, à prendre des initiatives avec autant de facilité et tout ça. Et donc, la différence ici est que le projet est porté par un député et cela n'est pas le fruit d'une initiative gouvernementale. Et Franck l'a rappelé, même si aujourd'hui on veut faire un procès à la place publique à Patrice Talon, on n'aura pas des arguments pour le faire, puisque on parle d'une proposition de loi et non d'un projet de loi. Je disais que pour avoir été acteur et grand décideur au plan politique, pour rester dans l'arène politique depuis des années, depuis au lendemain de 1990, Patrice Talon a eu le temps de connaître les acteurs politiques béninois. Il a déjà travaillé avec eux et il sait de quoi ils sont capables. Vous me présentez un demi-dieu qui sait comment contrôler tout le monde. C'est bizarre ça. Non, loin de là. Il n'a jamais fait d'erreur. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur, mais je dis qu'il connaît assez bien ceux avec qui il est en train de jouer. Et la politique, justement, c'est un jeu dans lequel le plus malin, le plus astucieux, le plus, disons, celui qui sait s'y prendre, le plus rusé. Peu importe la méthode. Voilà, le plus rusé gagne souvent. William a dit à quel prix, on s'en fout du prix. Quand on est en politique, on met tous les moyens pour gagner
tous les combats que l'on entame. Et lorsque vous voyez un peu la personnalité de Talon depuis 2016, je pense qu'il se donne souvent les moyens d'aller au bout de tout ce qu'il entame. Bon, la révision de la Constitution, c'est une question très sensible. Je ne sais pas si dans ce contexte-là, il pourra le gagner, mais je pense qu'il a pris, au lieu que les députés soutiennent maintenant, je pense que c'est lui qui doit apporter son soutien à un député qui a déposé une proposition de loi qui vise à réviser, même si officiellement, il clame que lui, il n'en est pas demandeur, qu'il ne veut pas d'une révision et surtout qu'il ne veut pas revenir, qui ne veut pas faire un troisième mandat. Quand dans son entretien télévisé, Patrice Talon a déclaré que sur la loi d'amnistie, même si le Parlement était à 100% démocrate, que cette loi ne passerait pas. Est-ce que les démocrates sont venus nous dire qu'au moins Patrice Talon, sur cette phrase, ne sait vraiment pas de quoi il parlait? Moi, je pense qu'il y a une phrase qui est lâchée, mais derrière, il faut aller comprendre beaucoup de choses. Comment on peut dire tout de go que même si le Parlement était à 100%, c'est la chose la plus facile. Parce qu'il est président de la République et qu'il peut demander une relecture d'une loi qui a été votée à 100% par le Parlement et que ça peut faire retarder les choses. Et il y a aussi qu'il peut saisir la Cour constitutionnelle en tant que, comment est-ce qu'on appelle, structure, sinon institution, qui peut demander au nom du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle d'avoir ajouté un coup d'œil sur cette affaire qu'on lui envoie en termes de test. Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Comme aussi sa connaissance des députés de l'opposition, du jeu politique à sa connaissance des députés de l'opposition, pris individuellement. William, faut-il vraiment détacher la personne de Patrice Talon de ce projet de loi? On a bien l'impression, vous l'aviez dit, qu'il est totalement détaché de la polémique. On le voit totalement éloigné. C'est vrai que c'est pas de ses habitudes. Il a beaucoup bavardé. Mais véritablement, est-ce qu'on peut l'éloigner de ce projet-là? Je ne peux pas l'éloigner parce que ceux qui portent aujourd'hui la loi ont toujours pris fait et cause pour Patrice Talon depuis que Patrice Talon vit en tant que chef d'État au Bénin. Donc, je ne vois pas une désunion spontanée. Ça peut être une indifférence d'un chef d'État qui est suffisamment concentré sur comment atterrir parce qu'il est en train de finir son mandat et qu'il a fini de travailler, qu'il a fait quand même pratiquement 2 quinquennats et que c'est épuisant le pouvoir d'État. N'oubliez pas qu'il a bien précisé qu'il sera très actif pour ces élections qui s'approchent. Mais il a son mot à dire par rapport à son successeur. Et donc il a un autre sujet qui l'ont. Et surtout quand vous dites qu'il va atterrir, il a pris son envol, il a échappé à la pesanteur et s'est remis à l'aérodynamique grâce à une constitution. Donc s'il doit atterrir, il atterrit par cette constitution. Moi, je voudrais, en toute sincérité, moi, je n'ai jamais entendu Patrice Talon, à moins que vous puissiez me démentir, dire que lui, il ne veut pas d'une révision constitutionnelle. Mais c'est ce qu'il a dit. Et même je vous en prie, même les démocrates qui sont allés l'écouter au palais ont trouvé un monsieur détaché qui n'est pas vraiment intéressé par un troisième mandat, etc. Non, voilà, Patrice Talon a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Et les députés qui sont allés à la rencontre avec Talon nous ont dit qu'il a parlé du code électoral, mais qu'il n'a pas parlé de la révision constitutionnelle. Même si, à un moment donné, avec les mouvements, il a dit, même si cela pourrait amener à une révision constitutionnelle, qu'il faut faire des refontes de fond. Bon, excusez-moi cette répétition, des retouches de fond. Donc, je ne sais pas si j'invente quelque chose sur ce plateau en disant que Patrice Talon n'a pas fait sujet, verbe, complément. Je ne veux pas d'une révision constitutionnelle, comme c'est le cas du troisième mandat et comme c'est le cas de bien d'autres choses. Donc, si on part de cet ordre d'analyse, moi, je m'inscris en faux sur cette opinion qui a à dire que Patrice Talon est à détacher, tout ça. Je ne le pense pas. Effectivement, il y a une sorte, il y a cette forme d'ambiguïté qui se lie au niveau de Patrice Talon, parce qu'effectivement, déjà, moi, je l'avais dit une fois sur ce plateau, j'ai dit, le fait de rencontrer les groupes parlementaires séparément, c'est qu'il y a des non-dits. Il y a anguille sous roche. Tout simplement parce que on pouvait quand même recevoir tous les parlementaires et échanger avec eux. Oui. Et là, parce que là, le message serait identique et on saurait exactement qu'est-ce qui a été dit. On a échangé avec les démocrates d'une part, on a échangé avec l'UPR d'une part et le BR d'autre part. À la fin de cet échange, chacun parle de relecture du code électoral, mais jamais de révision de la Constitution comme
par magie, comme par coup de baguette magique, un député BR sort une proposition de loi qui apparemment était déjà bien ficelée et attendait déjà dans les coulisses, alors que dans le même temps, le porte-parole du gouvernement disait qu'il n'a jamais été question de révision de la Constitution. En un mot, je dis, il y a une sorte d'ambiguïté qui plane, et cela montre une fois encore que la crise de confiance qu'il y a entre le peuple et les dirigeants s'agrandit. Vous savez, il peut y avoir bonne foi dans ce projet de révision, mais tellement il y a eu d'idées qui sont passées, et chaque fois on vient le contredire, mais on se rend compte que c'est ce qui a été dit en amont qui se révèle finalement être vrai. Voilà. Non, je crois que sur la question de, en tout cas, la position de est-il innocent, le français nous offre un champ sémantique assez large pour dire, lorsqu'on dit je ne veux pas d'un troisième mandat, pour aller à un troisième mandat, il faut réviser la Constitution. Je pense que on peut, en lisant les lignes de ces propos de Patrice Talon, dire qu'a priori, qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution, ou bien s'il veut de la révision de la Constitution, ce n'est pas pour se représenter en 2026. Ça, on peut le dire. Alors, moi je pense que il serait difficile de détacher Patrice Talon, même si lui-même il peut du matin au soir monter sur toutes les chaînes, aller en haut, revenir par terre, nous le dit chacun dans son oreille. Vous parlez comme si les députés n'ont aucune autonomie, les députés n'ont aucune indépendance, ils ne sont jamais inspirés, ils sont tellement bêtes qu'il faut leur dire forcément ce qu'ils doivent faire. Mais un député peut avoir c'est pas moi, l'inspiration d'aller déposer un test. Oui, surtout que jusque-là, à part peut-être les deux partis, comme vous l'aviez dit, satellitaires, qui ont dit non. Les autres soutiennent le projet. Ça veut dire que quelque part, c'est une idée largement partagée au sein de la mouvance présidentielle. Pour un régime et pour une mouvance qui veut bien fonctionner, je crois que pour des questions aussi importantes, on ne peut pas dire que le chef, c'est lui aujourd'hui le patron de la mouvance. Que le patron de la mouvance n'est pas informé, n'est pas... enfin... Vous savez combien les députés désobéissent, les partis politiques désobéissent aussi au pouvoir en place. C'est vrai, j'allais finir pour dire que ça va être très difficile. Ça va être très difficile qu'un député comme ça se lève pour ne rien dire au chef de la mouvance, je veux poser tel acte et aller déposer. Ça va être un peu compliqué, surtout par rapport à cette question-là de la révision. On va changer d'axe de discussion. Je comprends et j'entends par là que ce n'est pas un procès de détention que nous faisons aux députés de la mouvance sur la liberté à prendre des initiatives. Mais la pratique politique à laquelle on nous a habitués ces dernières années, nous avons vu très peu d'initiatives de ce genre venant même de tout un parti politique, et à plus forte raison un individu. Vous comprenez, c'est ce qui surprend un peu à l'analyse. Et quand on constate aujourd'hui que un député peut se permettre d'avoir le courage de prendre une telle initiative, ça étonne un peu. Ce n'est pas qu'on dénie à un député, écoutez, de pouvoir on sait combien de lois ils ont proposé, de pouvoir proposer une loi au Parlement. C'est la chose. C'est la chose pour un député en temps normal. C'est la chose la plus simple, proposer une loi. Autrement, il est là-bas pourquoi? Allez, on va changer d'angle d'analyse du sujet. Vous pensez vraiment avec cette ambiance-là que ça va prospérer? Comment s'annoncent les débats, à votre avis, au Parlement, Franck? Les débats... Parce que c'est déjà sur la table de la commission des lois. Ça va sortir de là ou ça va rester coincé là? Nous aurons deux natures de réaction. D'abord, les députés démocrates qui ont, j'avoue, une grande déclaration à lire parce qu'à leur sortie de la concertation avec leurs alliés politiques, ils ont dit qu'ils vont reverser les recommandations, ils vont faire une déclaration à ce sujet, ils seront très acerbes et vont dire catégoriquement non là-bas et afficher clairement leur position à l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, nous aurons une mouvance qui tentera quand même tant bien que mal de défendre cette proposition de loi déposée par leur collègue Hassan Seibou, si entre-temps ils se sont vus véritablement pour harmoniser les points de vue. Parce que même au sein de la mouvance aujourd'hui, on ne sait vraiment pas qui est qui, on ne sait pas qui est contre qui est. Il y a les BR, il y a les UPR. Non, d'accord, affiché en tant que BR, en tant que député BR, mais lorsque vous prenez chaque député individuellement, il serait difficile aujourd'hui de dire mais qui veut véritablement, parce qu'on entend ce qui se dit. Il y a une différence. Le député BR et le député qui vote la révision de la Constitution. Oui, absolument. Il y a une différence. Il y a une différence, je pense. Parce que quand
vous prenez, quand ils sont ensemble, nous sommes d'accord, même si en interne, ils doivent discuter un peu pour dire entre eux. Mais lorsque vous les prenez individuellement, moi j'ai discuté avec un député qui m'a dit, franchement, dans leur localité, quand vous abordez le sujet, on leur dit simplement, n'abordez pas ce sujet. Il faut même pas avoir l'intention. Votre député me surprend. Il y a beaucoup de lois qu'ils ont votées malgré que ça spécialement pour la révision de la Constitution, ne venez même pas nous entretenir à ce sujet. Parce qu'on ne veut même pas. Dès qu'il commence pas à dire rien, il ne faut pas faire ça. Il ne faut même pas aller à la vision. Donc, vous les prenez individuellement, ils sont en train de gérer des situations assez difficiles concernant la révision de la Constitution. Et vous pouvez comprendre cela par l'attachement du peuple à ce livre-là. Moi, je fais confiance à la grandeur d'esprit de nos élus du peuple. Je sais qu'ils savent ce qui est bien pour notre nation et que ils vont poser. Vous n'êtes pas. Ça aurait été une loi. En 2019. Bon, ils ont animés de grandeur d'esprit. Oui, c'est ce que je dis. Ils étaient animés de grandeur d'esprit en 2019 et ils ont voté. Ils ont notamment voté. Ils ont révisé. Et en procédure d'urgence, vous voyez. Oui, donc on a l'impression. Ah oui, Ulrich. Il a dit. C'est pas moi qui ai parlé de l'État. Et Ulrich, oui, je posais la question. Quelle sera la prospérité de le destin de cette loi-là? D'abord déjà sur la table des députés, membres de la commission des lois. Puis après maintenant la plénière. Je sens que ça va être très chaud. Effectivement, ce sera très chaud parce que bien malin qui pourra dire si ça va prospérer ou pas. Mais une chose est déjà claire. Ceux qui protestent ou qui émettent des observations contre ce projet, ils sont combien? Parce qu'il faut toujours regarder le nombre. Au-delà de tout, il y aura des observations, il y aura des récriminations, il y aura des propositions, des doléances, des suggestions. Mais combien sont-ils? Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, ceux qui vont protester contre ce projet sont minoritaires. Et ça va passer. Ça veut dire que si, entre-temps, la mouvance veut que ça passe, ça passera. Et ça ira en plénière, qu'on le veuille ou non. C'est pas d'office. C'est pas aussi mathématique que cela. Oui, mais il faut un dernier ressort, 4 députés BR, démocrates, et puis pourquoi les démocrates un député démocrate pour la recevabilité. Oui, pour la première étape. La plus 7 députés démocrates pour les 4/5e pour l'adoption. Ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir. Non, mais vous savez, la loi va passer le cap de la commission des lois. C'est clair. Va passer également le cap de la commission, va passer également le cap de la conférence des présidents, parce qu'il n'y a qu'un seul président démocrate, le président du groupe parlementaire Les Démocrates. Donc, ça viendra en plénière. Maintenant, en plénière, je crois que je donne ma langue au chat pour ce qui est du débat en plénière. Parce que ne soyez pas étonnés que le jour où cette loi viendra, qu'il n'y ait même pas un seul débat, qu'il n'y ait même pas une atmosphère ayant l'air d'être tendue ou pas. Parce que je pense que si cette loi passe tous les verrous, pas verrous, mais passe toutes les étapes jusqu'à la plénière, c'est que la mouvance présidentielle, et même Patrice Talon inclus, tous ensemble ont un projet, une ambition, une idée, une stratégie politique visant à la faire passer. Je ne vois pas Patrice Talon amener une loi révisionniste à 2 ans de la fin de son mandat en plénière pour que, comme prédit par tout profane à l'atmosphère politique, cela essuie le revers d'un échec ou reçoivent la sanction de Boni Yahi avec un vote sanction de ses députés. Pas du tout. Je vois plutôt une loi qui nous surprendrait dans son adoption, soit par vote secret ou soit par vote à main levée, pendant son déroulé en plénière. Donc, je suis extrêmement sceptique sur ce qu'il est de l'avenir de cette loi, si tant est qu'elle venait en plénière. On va finir, parfois, réviser la Constitution peut être une faute. Et comme vous avez commencé par toucher la sensibilité des élus, je pense que à ce niveau, ils pourront être un peu à l'écoute des différentes positions des partis politiques qui, à l'arrivée, comme on l'a fait remarquer, s'opposent à ça. Bien au-delà, il n'y a qu'au départ, on a cherché un consensus, ce qui, à l'évidence, on n'a pas réussi à trouver. Parce qu'on a des formations politiques, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, qui affichent une opposition. Bon, ne serait-ce que sur ce plan, je pense que Patrice Talon peut à nouveau convoquer les groupes parlementaires et essayer encore. Bon, écoutez, on partit sur la base d'avoir un consensus, ce qu'on n'a pas trouvé. Donc, vous voulez bien mettre au placard votre proposition et puis on va passer à autre chose.
Plutôt sur la calme. Allez, merci beaucoup les gars. Merci pour ces contributions, ces débats. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, on sera mardi. Je vous attendrai par ici pour d'autres sujets, notamment sur ce qui se passe au Sénégal. Voilà quelqu'un qui décide de ne pas se présenter pour un 3e mandat, mais qui œuvre quand même pour se tailler 2 ans de plus. En tout cas, selon les informations qui nous viennent. C'est un habitué. Oui, la CEDEAO est préoccupée. Dans un communiqué, la CEDEAO a dit qu'elle est préoccupée par la situation. Donc, pas plus comme d'habitude. Pas plus que ça. Oui, mais elle devrait faire quoi? Plus que ça. Elle n'a pas encore mobilisé sa force d'intervention, donc on attend. Pour aller véritablement, il y aura une réunion d'urgence à Abuja, peut-être sous peu, on désignera un médiateur. Pour aller rétablir l'état avec la situation au Sénégal, la CEDEAO a le temps de jouer encore une fois sa crédibilité, qui est ça lui tient vraiment. Oui, qui est totalement... Sa crédibilité, ça lui tient. Mais il est déjà passé à côté avec ce communiqué que moi j'ai lu. Non, si vous n'allez pas faire le débat avant demain. Allez, bonne journée. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous allez suivre Idriss Boukari dans son résumé des faits marquants la semaine écoulée, Bénin en 7 jours, et juste après la revue de presse aussi. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. À demain. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. L'Assemblée nationale a procédé le mardi 30 janvier 2024 à la clôture des travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 ouverte en octobre dernier. À l'occasion, les députés du groupe parlementaire l'Union progressiste Le Renouveau ont tenu une conférence de presse pour faire le bilan. Le travail qui a été fait pendant les 3 derniers mois sur les plans législatifs, du contrôle de l'action gouvernementale et de la coopération a été présenté par le député Akena Tondé, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Outre les lois votées, dont celle du budget de l'État, 17 questions ont été posées au gouvernement avec débat. Nous restons toujours mobilisés et engagés au service du progrès de notre pays. De son côté, le caucus des femmes parlementaires du Bénin a reçu une formation sur les techniques de plaidoyer. C'était à la faveur d'un atelier tenu mardi à Cotonou. Elles ont été entretenues sur l'engagement de la femme parlementaire du Bénin au plaidoyer pour les droits, l'émancipation économique et la lutte contre les violences basées sur le genre. Une initiative du réseau des femmes élues conseillères du Bénin. Plusieurs communications ont meublé cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gamitoho. Un projet qui vise la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection et la promotion des droits et la santé sexuelle et reproductive. Il est normal que dans les questions de plaidoyer, elles sachent ce que c'est que le plaidoyer et qu'elles puissent en apprécier, on va dire, la teneur, le bien fondé. Le parti Foscori pour un Bénin émergent est favorable à la relecture du code électoral en vue des élections générales de 2026. La FCBE a dévoilé sa position à la faveur d'un point de presse organisé mercredi à son siège à Cotonou. Il était question de faire le point de l'audience que le chef de l'État a accordée au parti mardi dernier. Paul Hunkwe et le bureau politique du parti Foscori pour un Bénin émergent proposent que des dispositions portant sur la délivrance des quitus fiscaux, la caution de candidature et le parrainage soient revues dans le code électoral. Sur la question de la révision de la Constitution, la FCBE s'y oppose et opte pour la tenue de l'élection présidentielle avant les communales et les législatives. Ça nous a permis de savoir que, bon, il n'est pas derrière ce qui se fait, profession de foi. Les membres de la synergie d'action des organisations de la société civile du Bénin, actives dans le secteur de l'éducation et de la formation,
ont organisé une conférence de presse le mardi 30 janvier 2024 à Cotonou. L'objectif de la synergie d'action des OSC, créée sous l'impulsion de l'Organisation internationale de développement par l'éducation, Action, Éducation, est de présenter aux hommes des médias et à l'opinion publique ce nouveau consortium d'acteurs engagés pour une éducation inclusive de qualité pour tous au Bénin, ses objectifs et ses différents axes d'intervention pour les 5 prochaines années. C'est autour du thème « Accès à une éducation inclusive de qualité pour tous et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie » que la synergie d'action entend concentrer ses actions pour les années à venir. L'Agence nationale d'identification des personnes a présenté aux membres du corps diplomatique et consulaire accrédités près le Bénin la nouvelle façon d'authentifier ces documents. C'est grâce à l'application ANIP-BJ, une initiative qui vise à faciliter l'authentification des pièces sécurisées qu'elle délivre aux Béninois de la diaspora dans leurs différents pays de résidence. L'ANIP y est arrivée grâce à la collaboration de la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur. La présentation a eu lieu mercredi au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Une nouvelle semaine, une première revue de presse. Bonjour mesdames et messieurs. On démarre fraternellement le quotidien domestique nous rapportant de mauvaises nouvelles de la commune d'Alada et tirant au passage la sonnette d'alarme sur la nécessité d'un renforcement de capacité des sapeurs-pompiers. Dans la matinée de ce dimanche 4 février 2024, une partie du collège d'enseignement général CEG1 d'Alada a été ravagée par un incendie sauvage dont l'origine reste jusqu'ici inconnue. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont énormes. Selon les informations recueillies, le groupement des sapeurs-pompiers de cette localité n'a pas réussi à circonscrire le feu. Ce nouvel épisode relance une fois encore le débat de la maîtrise des incendies au Bénin. Énième incendie depuis celui de Dassa en janvier 2023, et l'on est en droit de crier son ras-le-bol, même si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. De toutes les façons, le drame de Dassa est encore très présent dans les esprits, et il est hors de question que l'année 2024 démarre avec les mêmes drames. Au regard des incendies à répétition, il est clair que les soldats du feu sont mis à rude épreuve. Cela veut dire implicitement que même si des efforts ont été fournis par le gouvernement, il reste encore beaucoup à faire. Déplore fraternité. De son côté, la nation s'intéresse à la création à la présidence de la République du Collège des ministres conseillers et souligne qu'il s'agit d'un acte qui contribuera au renforcement du cadre d'élaboration des politiques sectorielles. Il a été créé à la présidence de la République un collège des ministres conseillers placé sous l'autorité du chef de l'État. Le décret 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dit collège dispose que le ministre conseiller a pour mission de contribuer d'une part à la définition de la politique du gouvernement et d'autre part au suivi de la mise en œuvre du programme d'action et des initiatives du gouvernement. Il participe à l'élaboration des politiques sectorielles, contribue à la préparation des discours politiques dans lesquels il fait valoir les idées, les options et les opinions du gouvernement de manière à informer la population et à lui expliquer certaines prises de position du gouvernement. Pour sa part, les 4 vérités s'attardent sur le projet de révision de la Constitution et nous apprend que l'Union progressiste Le Renouveau est en pleine campagne dans le département du Koufo. Après la 11e circonscription électorale, c'était au tour des élus communaux de la 12e d'accueillir à Torviclin le samedi dernier
une forte délégation du directoire de l'Union progressiste, le Renouveau, avec à sa tête le président de ce parti. Il aurait pu s'agir de rencontres s'inscrivant dans le cadre ordinaire de l'animation de la vie publique, mais c'est en exigeant de façon aussi surprenante que surréaliste le secret des discussions que FIFA Joseph Djogbenou a tout fait de convaincre ses hôtes des vrais desseins de sa descente sur le terrain et de la nécessité de délier leur langue. Que ces rencontres se tiennent quelques jours seulement après le passage du parti LD devrait suggérer à la direction politique du plus grand parti de la mouvance présidentielle qu'elle observe plus de retenue et d'humilité face à ses élus. Après avoir demandé à la presse, en présence des députés du parti en exercice natif du département et d'anciens députés, de quitter la salle et exiger des participants l'extinction de leur portable, le président Djogbenou a délivré à son auditoire non pas un plaidoyer argumenté digne de l'avocat et professeur de droit qu'il est sur l'opportunité et la justification de la révision de la Constitution déjà révisée en novembre 2019 avec sa bénédiction de président de la Cour constitutionnelle d'alors, mais plutôt une sommation à soutenir ce projet en bon soldat de l'UPR, quoi qu'il en coûte. Autre information traitée par les canards ce matin, le classement de Transparency International sur la corruption. Décryptage Info nous rapporte que le Bénin de Patrice Talon occupe la 70e loge. L'indice de perception de la corruption 2023 a été rendu public le 30 janvier 2024. Au classement, le Bénin se maintient dans la moyenne mondiale, cumulant 43 points sur 100 et classé 70e sur les 180 pays évalués. De la 70e place en 2022, le Bénin gagne 2 places en se classant 70e dans le rapport indice de perception de la corruption de Transparency International 2023. Dans son analyse, Transparency International souligne que la plupart des pays ont fait peu ou pas de progrès dans la lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour la 12e année consécutive, la moyenne mondiale de l'IPC est restée inchangée, 43 sur 100, avec plus des 2/3 des pays affichant un score inférieur à 50. Par ailleurs, l'économiste se préoccupe de la posture des entreprises des médias dans la sous-région ouest africaine et attire l'attention sur le supplice qu'endurent ces dernières. Dans une Afrique de l'Ouest qui ressemble de plus en plus à un désert d'information, où les dirigeants musellent la presse indépendante pour éviter qu'elle expose leurs méthodes dictatoriales, la corruption au sommet de l'État et les abus du pouvoir, les entreprises des médias sont asphyxiées et certaines sont au bord du précipice. Quant aux journalistes qu'elles emploient, ils sont aux abois car leur avenir s'assombrit au jour le jour et certains pensent déjà à émigrer pour éviter que le pouvoir les emprisonne sous des accusations fabriquées de toutes pièces. L'intégralité de l'article est à retrouver à la page 3 du quotidien. Mesdames et messieurs, achevons ce tour d'horizon des journaux par une note de mécontentement. Selon un rapport du quotidien La Primauté, le torchon brûle entre les militants LD des collines et les responsables du parti. Les militants manifestent leur mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme une inaction de la part des vice-présidents Éric Rondeté et Nourenou Atchadé sur la situation des étudiants et artisans en prison. Plus de détails à la page 2. Fin de la revue de presse de ce lundi 5 février 2024.